Les midis de culture. Marie Laborie. Le crime nous fascine, les faits divers peuplent les séries, les romans et même les scènes de théâtre. Mais les femmes criminelles ont toujours fait l'objet d'un traitement spécial par la justice et aussi par les journaux. Pourtant, elles sont très minoritaires dans l'histoire de la violence. À peine 4% des détenus en France sont des femmes. La violence des femmes nous laisse interdits. Là où celle des hommes peut apparaître comme inhérente à leur genre, à leurs conditions, voire à leur nature, celle des femmes choque profondément parce qu'elles sont toujours associées à la douceur, aux soins, à la protection du foyer, à la maternité. De fait, leurs crimes se déroulent le plus souvent dans le cercle intime. Veuves noires, ogresses, sorcières, séductrices, manipulatrices, les femmes criminelles deviennent des mythes, des anomalies profondes, comme Claire Lannes, cette femme qu'interprète mon invité sur la scène du théâtre de l'Atelier en ce moment, cette femme qui a tué sans qu'on sache pourquoi. Bonjour Sandrine Bonner. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans les Midis de Culture. Je suis ravie d'être là. C'est super. Est-ce que vous aussi, la violence des femmes, la violence des femmes criminelles, vous aurez tendance à vous choquer plus que celle des hommes, naturellement ? Non, pas forcément. Je pense que la violence tout court est choquante. Qu'elle vienne des hommes ou des femmes. Et c'est vrai qu'il existe des femmes violentes, des femmes criminelles. Voilà. Donc, c'est vrai Claire Lannes. on l'aborde souvent avec une curiosité encore plus importante. On a du mal à imaginer qu'une femme puisse être violente encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle plus de la violence faite aux femmes. Donc effectivement, ça paraît beaucoup plus choquant, mais je pense qu'il y a toujours eu un nombre de femmes violentes. Après, ça dépend. Il y a des raisons qui leur sont amenées, comme en tout cas le personnage de Claire Lannes. Il est évident que c'est inexcusable de tuer quelqu'un, mais concernant Claire Lannes, eh bien, voilà, ce sont des choses comme ça qui montent en elle, de l'inconsidération qui va faire que tout va exploser. Alors on va en parler, évidemment, vous êtes sur la scène du théâtre de l'Atelier dans L'Amante anglaise, c'est la pièce de Marguerite Duras, elle est ici mise en scène par Jacques Osinski, c'est jusqu'au 31 décembre, dites donc, c'est un petit marathon pour votre retour au théâtre après 10 ans, c'est pas mal là, hein ? Oui, c'est pas mal du tout. Et comment ça se passe ? Non, c'est chouette parce que on est tellement bien, on est tous ensemble, je suis très très heureuse de ce projet. J'aime énormément Jacques Osinski, mes partenaires aussi, et c'est une très belle aventure. Donc, si elle peut durer un peu dans le temps, c'est formidable. Et puis, c'est vrai que le théâtre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions. Il y a aussi l'apprentissage du texte. Donc, si on joue que quelques semaines, ce serait frustrant, en fait. Oui, ce serait une souffrance sûrement même. Ce texte qui date de 68 est au départ inspiré quand même par un fait divers. Une femme, Amélie Rabillou, a tué et découpé en morceaux son mari en 1949. Marguerite Duras a été fascinée par ce fait divers et par le geste inexpliqué en tout cas de cette femme. Alors elle a modifié l'histoire puisque votre personnage, elle l'a appelée Claire Lannes et votre personnage tue sa cousine qui est sourde et muette. Est-ce que vous aviez, en préparant le rôle, eu l'occasion de lire la description qu'ont fait les journaux de cette Amélie Rabillou au moment de son procès en 1950 ? Alors, je les ai lus, effectivement, quand Jacques m'a proposé la pièce. Alors, il est dit qu'elle était... je pense que Duras l'a rendue plus intelligente. Ouais. Amélie Rabillou était une femme, j'allais dire, encore plus simple que Claire Lannes, avec moins de poésie. En tout cas, c'est ce qu'on en lit. Et on la considérait même comme bébête. Et Amélie Rabillou a été quand même pas mal sous emprise de son mari. Elle était frappée. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons qu'elle a pris que 5 ans de prison. Mhm. On lui a accordé, entre guillemets, des circonstances atténuantes. Et on sent ça dans la pièce aussi. Je pense que ça fait écho aujourd'hui aux femmes qui sont sous emprise. Je ne sais pas si Duras y a pensé, mais quand on entend toute la première partie du mari, qui certes aime sa femme, mais il l'aime mal, et il en dit des choses plutôt affreuses que les hommes ne disent plus aujourd'hui, ou ne doivent plus dire, plus Oui. exactement. Ouais. Et c'est vrai que là, juste pour revenir sur ces adjectifs qui sont utilisés pour décrire cette Amélie Rabillou dans la presse. Alors la presse de l'époque, en plus, avait tendance à être extrêmement violente avec les
condamner les prévenus et les femmes. Tout est médiocre, pauvre, ingrat. Les cheveux au teint de cendre, le regard passif sous des paupières épuisées, la joue sans relief et sous la peau jaunâtre contre l'oreille, ce muscle qui périodiquement se contracte comme un tic. C'est terrible, cette C'est description. affreux, affreux. Ouais. C'est terrible. Et je pense qu'il y avait cette inconsidération qu'il y a dans l'histoire de Duras aussi, qu'elle a écrit. Mais ouais, il y a de l'inconsidération, il y a du jugement, il y a sous prétexte que bon, c'est vrai que c'était une femme qui n'était pas très lumineuse, mais on peut le comprendre. On peut comprendre pourquoi, puisqu'elle se faisait tabasser par son type et ben, ça rend pas forcément heureux et du coup, il y avait plus du tout de lumière, dans cette femme. Mmh. Enfin, je suppose, Oui, on peut, oui. on peut on peut le On peut comprendre. l'imaginer, ouais. Sur scène, donc le dispositif choisi par Jacques Kosinski est assez dépouillé, c'est très simple. Le mari de Claire est interrogé d'abord la première partie, il est seul en scène, il est interrogé par un interrogateur qui lui est dans le public. On va en reparler hein, de ce personnage-là qui est intéressant. Et puis c'est au tour de votre personnage de répondre aux questions du même interrogateur. Je propose qu'on écoute un passage pour comprendre un petit peu. Tous les Bousquet sont morts, excepté son père, Alfred. Il n'avait que cette fille, Marie-Thérèse, sourde et muette. Pas de chance. Sa femme est morte de chagrin. Mon mari, je ne le compte pas. Elle, vous comprenez, elle était de mon sang. Le nom final était le même. Cahors derrière. Et on mangeait les mêmes aliments, sous le même toit. Elle était sourde et muette. On disait qu'elle était très gaie pour une sourde et muette. Plus gaie qu'un être normal. Vous savez, elle jouait sur le trottoir avec les chats. La voyez-vous différente de vous, malgré cette infirmité? Mais non. Vous voyez, morte, non. Et vivante? Vivante. Elle était très grosse. Elle dormait très bien tous les soirs. Et elle mangeait beaucoup. Quand elle mangeait, quand elle marchait, quelquefois je ne pouvais pas le supporter. Je ne l'ai pas dit au juge. Voilà, c'était vous, Sandrine Bonner, sur la scène du théâtre de l'Atelier. Dans L'Amante anglaise, vous incarnez ce personnage de Claire Lane qui parle donc de cette cousine qu'elle a tuée, qu'elle a massacrée, dont elle a distribué les morceaux dans des trains et on n'a pas retrouvé la tête. Voilà. Oui. Comment vous avez abordé ce personnage quand Jacques Kosinski vous a proposé le rôle? Je l'ai abordé d'une manière, alors d'abord, on a pas mal travaillé sur le texte. On s'est référé à une autre pièce qui est plus développée, celle qui est écrite juste avant, qui est plus fournie, mais qui est quelque part un peu moins belle, elle est moins épurée. Mais il y a des informations qui nous ont aidés pour cette version qu'on joue actuellement, qui est Mhm. beaucoup plus dépouillée. Donc ça a été le premier travail. Et puis ensuite, on voulait que ce soit une femme, comment dire? On voulait pas de psychologie, pas d'intellect, rien de tout ça, c'est une femme qui est à la fois, enfantine, qui a une vraie candeur, curieusement, et puis, de lui donner plusieurs couleurs, c'est-à-dire la candeur, hem, et puis la dureté aussi, Mhm. parce que c'est quand même quelqu'un qui a tué. Heu donc voilà, on a travaillé sur, oui, la compréhension du texte, sur des rythmes, sur l'attitude du corps, Bien sûr. voilà, Puisque vous êtes sur scène, assise, face à cet interrogateur, alors qui se déplace à un moment, mais enfin quand même, vous êtes face au public, à répondre à ces questions, exclusivement, tout passe par votre voix, le rythme et votre visage. C'est tout vraiment de à la fait. dentelle. Absolument. Comme c'est assez, statique, enfin, je suis sur une chaise tout le temps, il fallait trouver des comment dire? Des rythmes, alors que ce soit dans la voix, il y a des changements de voix, il y a une voix très douce, il y a une voix très dure, il y a voilà, il y a aussi des pleurs parce qu'à un moment donné, elle craque, et puis oui, tout ça et de la dentelle, c'est une partition, immobile. Ouais. Et ça a été long à trouver ces rythmes-là? Heu, oui et non, alors c'est intéressant parce que des fois on trouve les bons rythmes et puis le lendemain on les a plus. Oui. Parce que le théâtre c'est ça, on joue avec ce qu'on est, on arrive notre instrument c'est nous-mêmes et suivant la journée qu'on a passée,
eh bien, on est dans les bons rythmes ou parfois un peu moins parce qu'on est un peu plus fatigué que le jour d'avant ou je sais pas quoi. Ça tient vraiment sur un fil, mais je crois que là, on est, tous les 3 d'ailleurs, je crois qu'on est ça y est, on est en place sur ce que voulait Jacques et je crois qu'on s'y tient là maintenant. Alors qu'est-ce qu'il voulait, Jacques? Qu'est-ce qu'il avait dit? Eh bien, Jacques est quelqu'un qui ne lâche rien, qui est très doux, qui est extrêmement sympathique, mais qui sait où il veut en venir et très pointilleux aussi. Et donc, ce qu'il voulait, c'est de la justesse des temps, la justesse de comment dire les mots. Et c'est vrai que mon personnage est un peu compliqué parce que parfois elle est vraiment petite fille. Mmh. Elle est très candide. Et il faut pas tomber dans le côté, bébête ou trop petite fille et de passer de ça à la criminelle. Il faut pas non plus être dans la caricature de la criminelle trop dure, trop, donc voilà, donc c'est des petites subtilités qu'il faut, que Jeanne, n'importe quoi, que Jacques, il nous ramène à ces subtilités qui doivent être, voilà, à la bonne distance et sur les bonnes compréhensions de tout ça. Mmh. Est-ce que vous avez justement, puisqu'on parle de compréhension, est-ce que vous avez essayé de la comprendre, cette femme? Ah mais moi je la comprends totalement. Vous savez quoi? J'ai presque envie de la défendre parce que, c'est une femme qui me fait penser, elle a une pointe d'autisme en elle Mmh. et c'est une femme et d'ailleurs l'interrogateur le dit, il dit, que, s alors je sais plus comment il le dit, mais qu'elle ne s'est jamais adaptée Mmh. et en fait, elle ne s'est jamais adaptée au monde en gros parce qu'elle a été inconsidérée et comme c'est une femme qui est, justement enfantine, qui ne pas analphabète, enfin, mais pas loin, Qui a perdu l'écriture, oui, qui a perdu l'écriture, qui est assez simple. Donc le mari en a honte, comme il a honte de la cousine sourde et muette. Et donc ces 2 femmes, au fond, sont marginalisées et heu et donc elle est inconsidérée. Il pense que sa femme n'est pas intelligente. En revanche, il l'aime parce qu'elle a été belle, mais il la met de côté, quoi. Mmh. Donc c'est une chape de plomb pour elle, qui monte et puis, qui finit par péter les plombs. Et puis aussi parce elle a eu un chagrin d'amour dont elle se remet pas et du coup, elle rencontre, son mari quelques années après, mais elle est pas prête à finalement, à partager cette vie avec cet homme qu'elle n'aime pas. Voilà donc Et donc vous avez trouvé qu'elle avait une pointe d'autisme? Vous l'avez, ah en oui, tout cas, pour c'est moi, une c'est clair. ouais. C'est clair, et on parle, finalement la pièce, moi ce qui m'intéresse dans la pièce, c'est pas le fait qu'elle est tuée, c'est plutôt la folie et qu'est-ce qui fait qu'on justement, on passe à l'acte? Quand on passe à l'acte, c'est la folie et qu'est-ce qui détermine la folie? Et qui la détermine? Mmh. Et voilà. Ah, vous pouvez continuer. Ce qui m'avait frappé, c'est que, surtout, c'était le fait que la femme ne s'est jamais expliquée sur la chose. Il y a eu des efforts de la justice et d'elle-même, enfin, pour essayer de lui faire dire pourquoi elle avait fait ça, et elle était de très bonne foi, elle n'a jamais su l'expliquer. Alors cette fois-ci, c'est un couple, évidemment, dans ma pièce, c'est un couple qui tue une tierce personne, une cousine germaine, sourde et muette, qui plus est. Et le sujet, je suppose, en pensant à vos autres œuvres, est au fond cette espèce d'impossibilité de communiquer et d'expliquer par des mots ce qui se passe à l'intérieur d'une vie, non? Enfin, je simplifie, mais c'est bien difficile. Si vous voulez, enfin, il y a une sorte de radicalisme en général vis-à-vis des criminels qui fait qu'ils sont coupés de toute possibilité de se raconter, qui m'a toujours frappée, enfin. Et cette femme en particulier, qui n'a jamais pu dire un mot là-dessus, m'a conduite à faire ça. Mais est-ce qu'elle parle dans la pièce? Elle parle, oui, Mais d'autre chose? d'autres choses. Elle parle d'autre chose, c'est beau. Marguerite Duras, dans Le Masque et la Plume en 1963, oui, votre personnage parle d'autre chose, a envie de parler d'autre chose. Elle n'a pas envie de parler du meurtre, du crime, elle a envie de parler de son jardin,
Oui, Elle a envie de parler des moments heureux, elle a envie de parler de ce à quoi elle pense. C'est ça qu'en fait on découvre, c'est qu'on la découvre elle, et l'interrogateur lui dit: «C'est vous qui m'intéressez». exactement. Et puis, il dit, quand on l'interroge, elle parle beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une femme qui n'a jamais été écoutée, tout simplement. Et elle s'attache à cet interrogateur. Elle veut entre guillemets, le garder pour elle, parce qu'il l'écoute, il essaye de comprendre qui elle est. Et d'ailleurs, il n'a pas le même comportement avec le mari qu'avec elle. Il est touché par elle. Après, il en peut plus, mais il est vraiment touché par elle. Et elle s'accroche à lui. Et elle dit des choses, et elle dit des choses très justes. Elle les dit avec ses mots, et c'est là où, pour moi, c'est un peu l'autisme, c'est-à-dire que elle dit des choses très sensées, mais avec ses mots à elle. Elle a tout un passage, par exemple, quand j'ai lu le texte la première fois, je me suis dit: «Mais elle est complètement givrée, qu'est-ce qu'elle raconte là?» Et très vite, j'ai compris que, hem, elle était assez avant-gardiste. Il y a tout un passage où elle parle de la nourriture, de la politique, de l'eau, et la manière dont elle le formule, on se dit: «Elle est dans un délire». Et en fait, pas du tout. Elle parle de la politique, elle parle de l'écologie, elle parle du gâchis, elle parle du monde finalement dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est une femme très intéressante, mais qui s'exprime d'une manière très, enfin bien à elle. Alors vous parlez d'autisme, forcément, ça me fait penser forcément à votre sœur, Oui. Sabine, sur laquelle vous aviez fait un documentaire. Je pensais pas en parler là, parce que je n'imaginais pas que vous y aviez vu ça. Ah mais ça m'a frappé aux Ouais. yeux, tout de suite, dès que j'ai lu, elle m'a fait penser à Sabine. Ouais, Elle me fait penser à Sabine, elle me fait penser au personnage de la cérémonie. ouais. Elle me fait penser à Jeanne d'Arc aussi, quelque part. Le fait qu'elle entende des choses, heu, voilà, parce qu'elle a aussi des pensées. Elle est religieuse. Mmh. La tête, elle ne veut pas dire: «Où est la tête?» parce que si elle disait: «Où est la tête?» on ne l'écouterait plus. Donc elle préfère garder ses secrets, et en même temps cette tête, eh bien, elle l'a pas découpée, elle l'a enterrée, parce que la tête, ça ne se découpe pas, ça ne se jette pas dans des trains, ça s'enterre, parce que c'est la tête, c'est aussi, l'âme, c'est aussi, tout ça. Donc elle a une notion de, comment dire? De foi. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, elle n'arrive pas à expliquer son geste, elle? Parce que, elle a commis ce crime sans préméditation, Mmh. et en fait, ça a été totalement impulsif, et le fait de découper, elle a dû, trouver ces moyens du bord pour, elle le dit d'ailleurs: «Heu, mettez-vous à ma place, quoi faire pour se débarrasser d'un corps et pour que ce corps soit, caché?» Donc, ben, il faut le découper et puis l'amener dans des trains, petit à petit comme Oui, là, elle est ça. très concrète, là. Elle est archi concrète. C'est une criminelle, pas du tout professionnelle, en fait. Et cet interrogateur, donc il faut qu'on précise, qui est joué par Frédéric Letgens, hein, c'est ça? Ah ouais, c'est Et formidable. qui est très, très particulier, qui est dans le public, pendant un grand moment, et qui monte sur scène à un moment donné avec vous. C'est une sorte de Michel Foucault, en fait, qui serait en train d'essayer de comprendre la folie. Moi, je l'ai vu comme ça, avec son col Oui, roulé, absolument, ouais, c'est pas faux. sa façon de parler, Ah, il et est qui n'a ex pas de jugement sur la folie, justement. non, il a pas de jugement sur, la folie, il l'écoute, et puis le jeu de Frédéric est d'une délicatesse, c'est quelqu'un d'extrêmement gracieux dans sa voix, dans la manière de se mouvoir et dans son écoute, et effectivement, le personnage et l'acteur sont, comment dire? Se réunissent pour cette belle écoute, qui est portée sur elle, et cette bienveillance, en fait. Il est bienveillant. Il la secoue parfois parce qu'elle s'échappe tout le temps, et puis elle passe du coq à l'âne. D'ailleurs, l'apprentissage du texte était compliqué parce que J'imagine. elle parle d'un truc et puis tout d'un coup, paf, sa pensée est tout le temps en mouvement, comme les enfants, justement. Donc il essaye de la ramener à quelque chose de concret, mais elle s'échappe, elle voyage avec sa pensée, sa pensée est fragmentée. Le diable a été justement inventé pour dispenser les hommes Pour du disculper. fardeau de la méchanceté. Oui, oui. Le Oui, oui. diable est une invention merveilleuse, providentielle. Il décharge les hommes du poids de la méchanceté, c'est la faute du diable. Alors, c'est pas la faute du diable, le diable c'est nous, le diable c'est l'homme. Le diable n'existe pas, n'est-ce pas? Le diable est dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a une chance dans cet univers pour que l'homme s'affirme innocent?
Non, c'est-à-dire que si on pensait que l'innocence est le fruit d'un exercice, d'un apprentissage, d'une habitude, comme s'habitue à battre des records, on pourrait penser que l'homme s'améliorera. Oh, il ne s'améliore pas, il ne peut pas le faire, et l'innocence elle-même est une créature de l'instant, qui ne dure qu'un instant. Nous ne sommes nous-mêmes innocents que dans un instant, n'est-ce pas? Personne n'est innocent, et dans l'instant même où on pense qu'on pourrait l'être, eh bien, l'innocence s'est écrasée en complaisance. Elle est Mais vous devenue... parlez encore de l'innocence comme Bernanos de la grâce. Et en ce sens, c'est une grâce, ça peut être une grâce de l'instant. Le philosophe Vladimir Jankélévitch interrogé en 72, personne n'est innocent. 6 mois. Vous l'êtes. Ah mais alors, ça c'est intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire pour aborder un rôle comme celui-là, ou pour aborder le rôle que vous aviez eu dans La Cérémonie, enfin ces personnages coupables, est-ce Ouais. qu'il faut justement être complètement innocent pour l'aborder? Enfin, en tout cas, l'aborder avec une forme d'innocence. Oui, je pense. Je pense. Et puis le personnage de La Cérémonie, c'est pareil. C'est quelqu'un qui n'est pas considéré, enfin, dont on se moque. Enfin, la famille est à la fois très sympathique, puis en même temps, c'est quand même la boniche. On parle d'elle d'une manière, hein, Sophie, il y a une, comment on appelle ça? Il y a une forme de Condescendance. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Et Claire Lannes, c'est pareil. Quand le mari dit mais tout le monde l'aurait trompé, voilà quoi. Et mais je pense que oui, c'est intéressant de jouer une forme d'innocence. En tout cas, quand si je jouais Monique Olivier, ça serait pas pareil, vous voyez. Mais Ouais, ouais. Claire Lannes, c'est pas ce genre de personnage. C'est une criminelle, comment dire, qui n'a rien prémédité et qui a eu un coup de, comment dire, de folie. Mais voilà, c'est un geste, j'ai presque envie de dire, qui lui a échappé, quoi, Il s'est et passé qui a quelque été chose. fatal. Voilà. Ouais. Est-ce que vous ressentez les interrogations du public quand vous jouez, voire un jugement? Est-ce que vous le sentez, le public qui se pose des questions, qui adhère, par exemple, au discours du mari au début? Enfin, est-ce que vous le sentez, ça, sur scène? Alors, ce qui est très étrange, c'est que, bon, déjà, ce qui est formidable, c'est que dès le début de la pièce, il y a un prologue qui est lu par Denis Lavant, et on sait que la tête ne sera jamais retrouvée. Et bien, malgré ça, les gens sont hyper à l'écoute parce qu'on fait que parler de cette tête. Où est-elle? Est-ce qu'elle va le dire? Où est cette tête? Et en fait, on sait dès le début qu'elle ne le dira pas. Et le public a une sacrée écoute parce qu'il sait ça. Et donc, on n'est pas dans un suspense, on n'est pas dans un thriller, on est justement dans l'écoute de savoir si cette femme est folle ou pas. Et les spectateurs, j'ai l'impression qu'ils sont attachés à cette Claire Lannes parce que justement, il y a cette candeur, une forme d'innocence qu'elle a, une forme de naïveté envers les choses, oui, elle a à la fois des pensées profondes et puis des pensées toutes simples. Quand elle parle de son jardin, elle a des fulgurances de poésie, elle a des phrases, formidables. Par exemple, elle parle du jardin et elle dit, «Quelquefois, je me suis sentie très intelligente sur ce banc. À force de rester immobile, j'avais des pensées intelligentes». Et ça, je trouve que c'est merveilleux. C'est, parce qu'elle est dans son jardin et elle est seule. Il y a une forme de, encore une fois, on est dans l'inconsidération et elle est seule à penser, à rêver de ces petites choses à elle ou de ces grandes choses, ces grandes pensées qu'elle a, mais qu'elle formule d'une manière bien à elle, encore une fois. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que cette pièce, elle date de la fin des années 70. Forcément, aujourd'hui, elle résonne différemment. Euh, D'abord parce que la prise en compte des violences au sein du couple sont, en tout cas, meilleures, on peut l'imaginer. Et puis parce que la prise de conscience de la maladie mentale, ou en tout cas de problèmes psychologiques aussi, on la joue pas maintenant pareil qu'on l'aurait joué il y a 10 ans, j'imagine, même, cette pièce. Non, pas du tout. Et c'est vrai que le discours du mari aujourd'hui est choquant. Alors, Grégoire Osterman le fait formidablement bien parce qu'on Parce qu'il on a une de la tendresse pour lui forme aussi. de légèreté aussi, oui. Absolument. Et puis il l'a aimé, il l'a mal aimé, mais il l'a aimé et puis il l'aime encore. Donc ça résonne par rapport au euh, patriarcat. Et puis aussi ça se passe donc, c'est quand même après la guerre.
Donc il y a ça, c'est aussi pas longtemps après, c'est aussi la guerre d'Algérie, Mhm. aussi. C'est aussi, il y avait encore la peine de mort à ce Oui. moment-là. Donc la question, c'est de savoir si elle va être condamnée à aller dans un asile psychiatrique ou si, au contraire, elle va aller en prison. Et puis la prison, alors pour les femmes, je ne sais pas s'il y avait la guillotine. Assez peu, il y en a eu assez peu, la plupart du voilà, temps, non. mais C'était la alors, condamnation longue. en sous-texte, en tout cas, la question se pose aussi. Mhm. Et puis, c'est vrai que la condition féminine aussi se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. on n'a plus tout le même regard. En fait, c'était une femme, vous le disiez, inadaptée, elle était surtout pas conforme à ce qu'on attendait d'une femme. Elle s'occupait pas de son mari, Ouais. elle était dans son jardin, elle a eu des amants. C'est ça aussi, aujourd'hui, c'est vertigineux de se dire ce qu'elle a vécu. Exactement. Elle tenait pas sa maison. Enfin, elle la tenait bien au départ, mais c'est pas ce qui l'intéressait en fait. Et comme le mari était très macho et les hommes étaient comme ça à l'époque, la femme égale tenir la maison et faire la cuisine. Et comme ça ne l'intéressait pas, c'est pas qu'elle le faisait pas bien ou pas, c'est que lui, il a décidé d'amener cette cousine. Et en fait, cette cousine prenait la place de Claire Lannes. Et cette cousine faisait la cuisine. Le rapport à la nourriture est très important dans la pièce et pour Claire Lannes. C'est-à-dire que Claire Lannes n'avait pas le choix de manger ce qu'elle voulait. Et cette cousine a pris la place, toute la place dans cette maison, y compris physiquement, puisqu'elle était très grosse. Et Claire Lannes est dépossédée et de sa maison et de décider de quoi faire dans sa maison. Et ben voilà, on en a parlé. Et ben voilà. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Sandrine Bonner, d'être venue nous Merci parler à vous. de La Menthe Anglaise. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris, mise en scène par Jacques Osinski et donc avec Frédéric Ledgens et Grégoire Osterman. Et c'est jusqu'au 31 décembre. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter une chanson qui va peut-être vous plaire. Ça s'appelle Tueuse, c'est Juliette. Ah. Zigouiller, buter, stourbir, drucider, saigner, refroidir, descendre, oxy, ratatiner, comme l'auraient fait les chers aînés, faire que sa vie soit un roman, dès le lycée prendre un amant, et pour cela tuer père et mère, comme l'aurait fait Violette Nozière. Jouer du missel et de la fesse et bousiller après confesse une demi-douzaine de connards comme l'aurait fait Marie Bénard. Être la chienne des océans, ferrailler en prouvant séant que la flibus n'a pas une ride comme l'aurait fait Miss Mary Mead. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Lise Ripoche et Joanne Osilio. Elle est réalisée par Laurence Malonda, avec à la technique aujourd'hui Guillaume Chicheux. Pour que leur passe le goût du pain, comme l'auraient fait les sœurs Papin, rugir après avoir parlé, délaisser Marx pour